Bonsoir François, ça va bien? Ça va très bien et j'espère que c'est la même chose pour toi et Jean-Étienne. Ça va super bien. C'est la même chose pour nos auditrices et nos auditeurs. On va l'espérer pour eux, mais de notre côté, ça va très bien, merci. Bon, François, très bonne chronique qu'on va faire parce qu'on a beaucoup d'informations à partager. D'abord, on va commencer par ce qu'on appelle le programme de vacances-travail, mobilité internationale. C'est quoi ce programme, François? Bon, c'est un programme qui est conçu par les dirigeants de certains pays en Europe et par le Canada pour aider les jeunes à avoir plus d'expérience sur le marché du travail international. Alors, le Canada a signé des accords avec beaucoup de pays, notamment les pays de l'Europe, l'Australie, et ensuite, on a en Amérique, on a les États-Unis, on a le Chili. Autrefois, le Mexique faisait partie, mais pas maintenant. Alors, on a signé des contrats avec ces pays, et lesquels contrats permettent aux jeunes. Et le gouvernement a annoncé en début d'année qu'il va y avoir 7100 places disponibles. C'est ce qu'on appelle le PVT. Il y a 7100 places disponibles. Alors, les gens peuvent appliquer, par exemple, sur les sites des ambassades concernées, notamment si on prend l'ambassade du Canada en France, en Belgique, et à Londres. Et on a beaucoup de pays où ce programme est très populaire, mais il faut être âgé de 18 à 35 ans, il faut être un jeune professionnel. Et vous venez ici, par exemple, au Canada, vous avez le droit de travailler, même si votre statut officiel est celui de visiteur. Je comprends. OK? Le Chili, c'est un pays en Amérique qui peut participer. Alors qu'en Europe, ce programme est valide pour 2 ans, au Chili, c'est pour 1 an. Et après 1 an, on doit trouver un contrat de travail pour renouveler son permis de travail et faire la demande de résidence permanente. Okay. Le couple français dont on a parlé en début d'année était venu avec ce programme de PVT, mais ce couple-là n'a pas eu un contrat et lorsqu'on lui a demandé 90 jours pour rétablir son statut, il est clair que dans 90 jours, c'était possible d'avoir un contrat et puis de faire tout le processus. Alors, c'est un peu ça pour le programme. Alors, il y a des places qui seront libérées, comme j'ai dit, 7100 places pour le programme Vacances-Travail, 2200 places pour les jeunes professionnels, 4250 places pour le stage coop international. Alors, je sais qu'en disant ça, il y en a qui vont nous appeler pour dire oui, combien de personnes on va prendre en Haïti. Là, Haïti ne fait pas partie de ces programmes-là. On parle des pays de l'Europe, on parle de l'Australie, on parle de la Nouvelle-Zélande, et on parle du Chili et des États-Unis en Amérique. Et normalement, on doit appliquer en ligne. Et avec ça, si vous recevez une invitation, avec ça maintenant, vous pouvez venir ici, même si vous avez le statut de visiteur, mais cependant, vous pouvez travailler dans une entreprise, c'est un permis de travail ouvert, vous travaillez là où vous voulez. Et il faut être âgé de 18 à 35 ans. Il faut disposer d'au moins de 2500 $ canadiens pour faire les dépenses et avoir une assurance maladie pendant la durée de séjour. OK? Oui. C'est tout ça qu'on doit avoir si effectivement on veut appliquer pour ce programme-là. Alors, les ressortissants de ces pays-là n'ont pas besoin de visa de visiteur. C'est le premier critère. Et normalement, ils vont avoir une autorisation de voyage électronique, un AVE d'abord, et après ça, ils auront l'acceptation par le Canada dans ce programme-là de PVT. Ils auront une acceptation et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir fonctionner. Mais en général, on n'a pas besoin au Chili, on n'a pas besoin de visa pour venir au Canada. Alors ça, c'est très important, la précision qu'on va faire. Si Haïti n'est pas dans la liste, si tu es un Chilien d'origine haïtienne, donc vous avez votre citoyenneté chilienne, même si vous êtes d'origine haïtienne, vous êtes en mesure de postuler aussi pour ce programme. C'est très important.
Oui, parce que si les gens qui sont au Chili, s'ils vont sur le site de l'ambassade du Canada au Chili, c'est annoncé quand effectivement on va commencer le programme. Alors, il suffit de faire ça. Et ça me permet, Jean-Étienne, de dire quelque chose par rapport à ça. Moi, j'ai déjà vu parmi les personnes qui sont venues comme demandeurs d'asile, qui ont traversé la frontière, j'ai déjà vu des citoyens haïtiens, des citoyens d'origine haïtienne, mais qui ont la nationalité chilienne. La personne n'avait pas besoin de passer par le chemin Roxham, n'avait pas besoin de faire tout ce chemin-là. Elle pouvait prendre l'avion et venir directement au Canada. Absolument. Deux, la personne peut aussi appliquer dans ce programme de PVT. Alors, ça veut dire qu'elle n'avait pas besoin de faire ça. Elle pouvait être appliquée dans la mesure où elle est âgée entre 18 et 35 ans. C'est ça. Si vous avez 40 ans, c'est sûr que vous n'êtes C'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Parce que des fois, ce qui manque, et c'est pourquoi on dit souvent l'information, c'est le pouvoir. Des fois, ce qui manque, c'est que les gens ne s'informent pas assez. Ou bien, ils essaient de s'informer auprès de leurs amis qui sont dans la même situation qu'eux. C'est une constante, c'est un fait qui est souvent connu, répété dans la communauté, ou dans d'autres communautés aussi, c'est la même chose. Si j'ai besoin de savoir des choses en informatique, je ne peux pas demander à quelqu'un qui n'est pas en informatique des informations. Mais je dois me référer à Gitmatic, qui est l'expert à la matière, pour me donner les informations. Tu sais ce qui est bizarre avec ça, les gens qui ne maîtrisent pas ou bien c'est pas leur domaine, ils sont les plus sûrs à te donner des fausses informations. Ils te disent c'est ça, c'est correct, moi je l'ai fait, c'est comme ça, et puis, alors que ça n'a rien à voir avec... Parce qu'on dit souvent qu'un conseil, c'est la chose la plus gratuite au monde. Tout le monde donne des conseils. Mais c'est vrai. Ah, c'est ça, il faut s'informer et puis si vous faites une consultation avec Vision Max Service, ben pour des maudites sommes comme ça, mais ça fait toute une différence. Donc imaginez quelqu'un qui est de nationalité chilienne, même si tu es d'origine haïtienne, tu as le droit de venir ici au Canada sans avoir besoin de visa. Et tu fais tout ce parcours, tous ces pays pour venir demander l'asile ici, alors que tu aurais pu venir dans un avion tranquillement. C'est vraiment de l'ignorance. C'est incroyable, c'est incroyable. Alors, tout ça, on dit que les gens doivent s'informer et normalement, pour appliquer dans ce programme de vacances-travail, ce programme de métier, si vous êtes à l'étranger, d'abord, il faut s'inscrire sur le site de l'ambassade du Canada dans votre pays. Et à partir de là maintenant, vous allez pouvoir trouver des solutions. Vous allez, si vous êtes éligible, si vous êtes sélectionné, et là maintenant, on va vous dire tout ce que vous avez à faire pour pouvoir venir ici au pays. Ça, c'est ça qu'on nous dit. Et j'espère que les gens vont profiter de ça. Si vous connaissez des Chiliens, vous connaissez des personnes en Europe, bon, c'est sûr qu'en Europe, c'est plus connu. Alors là, vous pouvez appliquer et par la suite, ces gens-là doivent trouver un contrat de travail pour pouvoir rester au pays. Et le contrat de travail, c'est pas au dernier moment que vous devez l'avoir. Il faut quelques mois avant l'expiration de votre séjour, il faut trouver ce permis-là, il faut faire la démarche pour le permis de travail. C'est ça. Bon, je pense que tout a été clair. Entre-temps, François, on est obligé aujourd'hui encore de parler du chemin Roxham, peut-être dans le sens inverse. Oui, il y a beaucoup d'articles qui sont sortis dans la presse canadienne pour parler du chemin Roxham à l'envers. Et Romeshoué a sorti un article et a fait des reportages sur place. Et à lire ces choses-là, on a froid au dos. Parce que c'est pas croyable que des gens ont pu, ou bien, ça peut à faire pareille chose. Par exemple, on nous dit que le monsieur Christnel a payé au taxi $1,300. $1,300 pour aller à la frontière. $1,300, c'est beaucoup. Wow. OK? Et là maintenant, les gens du chemin Roxham expliquent le soir, on voit des personnes, des familles avec des enfants qui pleurent, des enfants qui marchent dans les bois et qui veulent, on veut trouver. Mais on ne fait pas ça. Incroyable. Moi, je me demande dans quel niveau de désespoir
on peut se trouver pour agir ainsi. Il y a la dame Hélène Gravel qui est résidente du chemin Oxane qui explique ça, qui dit on trouve chaque fois que les jeunes du quartier le matin se réveillent et font un peu de promenade, ils voient des traces, des pistes, ils découvrent des fois des poussettes pliées qui sont abandonnées, incroyable, des sacs à dos d'enfants, des biberons. Wow. On ne peut pas le soir et puis il fait froid, on ne peut pas faire pareille chose. Ça veut dire que là, on va continuer à lancer un message, à sensibiliser les gens. Si vous connaissez des personnes qui ont l'intention de faire ça, parlez à ces gens-là. Ou bien si vous voulez, vous pouvez par exemple communiquer avec moi, et bien je peux parler aussi à la personne. On peut trouver d'autres solutions, mais parler à d'autres personnes. Mais ne faites pas ça, parce que c'est pas croyable. Là. Ça veut dire que déjà, de 30 décembre au 6 janvier, on a 92 personnes qui ont été déjà interceptées. Ça, c'est seulement. Qui sont passés. C'est justement ce que j'allais dire. C'est ce qu'on a pu intercepter. Et puis, c'est vraiment après l'hiver, peut-être, on va espérer que c'est non, qu'on va voir qu'il y avait beaucoup plus de dégâts dans ce sens-là. On voit des images des parents. Et ça veut dire qu'une dame, par exemple, je vois cette image, la dame a deux enfants, apparemment de 5 ans, 6 ans. Elle a encore un autre enfant, peut-être un bébé de 3-4 mois qu'elle porte. Et avec une main, elle porte un bébé. Ensuite, il y a 2 enfants la nuit. Et on a, par exemple, on utilise le téléphone, la lumière du téléphone pour se frayer un chemin. Incroyable, mon Dieu. Non. Ça, c'est trop, ça n'est trop. Alors, on revient avec cette nouvelle-là pour expliquer aux gens que, oui, on comprend qu'il y a beaucoup de problèmes. Hier, on en a parlé. Il y a beaucoup de problèmes ici. Les délais, on n'a pas assez de moyens pour payer les frais. Et ensuite, c'est comme si les gens sont maintenant en pleine désillusion. On pensait que le Canada serait le paradis. On pensait que le Canada pouvait régler ça parce que on pensait qu'on allait nous déporter quand on était aux États-Unis. Voilà que maintenant, on ne déporte pas. Et puis, là, on a beaucoup de gens qui pensent que ce serait mieux aux États-Unis. Des fois, ils disent que l'argent canadien n'est pas aussi important que l'argent canadien. Oui, il y a ça aussi. Il y a ça. Et ensuite, ce sont les arnaqueurs qui font passer les messages de ces réseaux-là. C'est ça qui est encore le plus triste. Quand les gens vous disent que oui, OK, on peut vous donner la possibilité de traverser. C'est ça, parce que alors, ça gonfle leur poche au final. C'est ça. Alors, on lance cet appel-là. Et vraiment, j'aimerais que tout le monde prenne conscience de ça. Pour sensibiliser les gens que ce n'est pas normal. Il ne faut pas faire ça. Et vous êtes ici au Canada et on ne va pas vous déporter. Vous allez avoir une option. Et le Premier ministre du Canada, en bilan de fin d'année, a dit à Radio-Canada que oui, il y a sur la table un projet de régularisation de toutes les personnes sans statut. Quel que soit l'endroit où vous pouvez être, vous pouvez organiser votre vie, vous pouvez vivre conformément. Vous n'êtes pas obligé de vivre au Canada, aux États-Unis, en France, pour être un membre de la diaspora. La diaspora signifie c'est que vous êtes à l'étranger. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Les Haïtiens qui sont au Chili et qui ont la nationalité n'ont pas besoin de venir ici. Vous pouvez gagner votre vie correctement. Vous êtes Haïtien d'origine, mais vous êtes Brésilien. Vous pouvez rester dans votre pays. Oui, c'est important de signaler ça aussi aux gens. C'est pas croyable parce que là, vous pouvez gagner votre vie n'importe où. Ça, c'est très important. C'est très, très, très important. Il y a un qui m'a dit, que oui, il a une copine en Haïti. Quand la copine sait qu'il vit au Brésil, la copine était fâchée. Mais dites à la copine d'aller vivre ailleurs ou bien chercher une autre copine. Mais comment vous pouvez mettre votre vie, par exemple, en péril,
quand, par exemple, vous avez la possibilité de vivre dans un pays. Parce que dans les audiences, souvent les commissaires disent, mais si vous avez eu la résidence permanente au Brésil, au Chili, mais pourquoi avez-vous pris ce risque de traverser autant de pays avec autant de dangers pour venir ici? Vous avez quitté votre pays parce que vous étiez en danger. Et là maintenant, vous avez trouvé un pays qui vous a accepté. Pourquoi vous êtes obligé de venir? C'est vrai. C'est comme il y a une sorte d'incohérence. C'est ça. Souvent, c'est ce qui manque de la communauté. C'est qu'on ne fait pas passer ce message-là. Ou bien, si moi, j'ai un cousin au Chili, même si je sais que c'est dangereux, je vais lui dire de tenter sa chance. Définitivement. Voilà un verbe que je n'aime pas. Tenter sa chance. C'est vrai. Mais c'est bon, c'est un peu ça le travail aussi qu'on essaie de faire à cette émission, sensibiliser, encourager les gens, orienter, bon pas orienter, mais vraiment donner des conseils salutaires parce que c'est pas intéressant de voir des choses comme ça. Même pour le programme de Biden, tout le monde sait que c'est un programme bidon, mais souvent les gens me disent, mais ne découragez pas les gens, les gens peuvent tenter leur chance. Je ne suis pas là pour les décourager, je suis là pour dire ce qui est vrai, la réalité. Donner leur juste. En tout cas, je trouve que des fois c'est marrant. Moi, quand je vois les images de ces personnes qui marchent dans le froid, dans la noirceur. Non, vraiment, il ne faut pas avoir de cœur seulement pour ne pas être vraiment sous le coup de tout ça. Avec des enfants dans le froid, c'est pas intéressant. Imaginez, vous avez 2 enfants de 5 ans ou 6 ans, 7 ans qui pleurent, vous ne voyez même pas où vous allez. C'est beaucoup, c'est énorme. Mais c'est comme tu l'as dit, François, il faut être vraiment totalement désespéré pour prendre des risques comme ça et on déconseille vraiment à nos auditeurs de faire ça. En tout cas, quelqu'un a dit à la blague, mais si le Canada pouvait ou bien les États-Unis pouvaient mettre quelques loups-garous de soie dans la zone, ça empêcherait les gens de passer. Alors, on a dit ça à la blague, mais quand même, il faut trouver quelque chose pour empêcher aux gens d'aller. C'est incroyable. Bon. Oui. Très bien dit. L'humour n'est toujours pas trop loin avec François. Bon, pour finir, François, il y a ce programme de réfugiés à l'étranger que le Canada a lancé encore une fois cette année. Oui, alors ce programme de parrainage de réfugiés, c'est un programme qui est là depuis quelque temps et Québec a sa part à faire parce que Québec, normalement, doit avoir autour de 20 à 27% de ces réfugiés à accepter. C'est un programme qui a été, avant la COVID, je pense, c'était avant la COVID, qui a été très critiqué par la façon dont Québec l'a mis sur pied. Alors, aujourd'hui, Québec annonce pour l'année 2023 qu'il a l'intention de sélectionner encore des gens, mais cependant, ça finit le 6 juin 2023. OK. Alors, ce qui est fondamental dans ça, parce que chaque fois qu'on parle de parrainage des réfugiés, les gens, souvent, ils pensent que c'est un programme où on peut parrainer les gens n'importe où dans le monde. Mm-hmm. Alors, la première des choses à faire, c'est que, à savoir, c'est que le parrainage des réfugiés se fait dans les pays où le Haut Commissariat des réfugiés agit, où les gens sont sélectionnés d'abord par le Haut Commissariat des Nations Unies. Alors, la seule fois en Amérique où on a eu ce programme-là, où on a pris des personnes de l'Amérique, c'était en Colombie, c'est lorsqu'il y avait la question de FARC. Mm-hmm. OK? Là, maintenant, on avait sélectionné quelques personnes de la Colombie. Mais généralement, les gens viennent soit de la Syrie, de l'Afghanistan, de l'Irak, et ce sont des pays qui sont sélectionnés par le Haut Commissariat des Nations Unies. Alors, le Haut Commissariat des Nations Unies dit au Canada, j'ai 3000 personnes qui ont besoin d'être rapatriées, mais qui ont besoin d'être sélectionnées. Alors, combien vous êtes prêts à prendre?
Le Canada peut dire, moi, je vais prendre 1000 personnes. OK. Et quand le Canada dit qu'il va prendre 1000 personnes, il va repartir ces 1000 personnes sur l'ensemble du territoire. Et le Québec doit prendre 200, à peu près 220% de ce nombre-là. OK. OK? Alors, ça veut dire que là, le Canada ne peut pas prendre tout ce que le HCR lui propose. Ouais, ça c'est clair. Le HCR va demander à la France combien vous prenez. Il va demander à l'Allemagne. Lorsqu'il y a eu la crise, le petit Syrien qui est mort sur la plage, à ce moment-là, ces gens-là traversaient en Europe. Et là, maintenant, on avait demandé aux pays de l'Europe de faire quelque chose. Et c'est l'Allemagne qui avait choisi plus de personnes, plus de millions. Madame Angela Merkel, à l'époque, chancelière, avait choisi plus de millions. Alors, ce qu'il faut noter dans ce programme de parrainage de réfugiés, un groupe de 5 personnes peut faire le parrainage. OK. Comment ça marche? Alors, comment ça marche? Ça veut dire que la personne doit être un citoyen canadien ou bien un résident permanent. La personne doit avoir les moyens pour prendre en charge. Ça veut dire que quand on prend en charge, ça veut dire que la personne qui vient dépend de vous, c'est vous qui devez travailler pour l'intégrer. OK? Et avec ça, maintenant, vous êtes responsable. Par devant le gouvernement, vous êtes responsable. Vous devez aussi avoir une bonne réputation parce que si vous êtes violent, si vous avez des problèmes avec la police, c'est sûr que vous ne pouvez pas parrainer. Alors, on vous donne un contrat d'une durée de 12 mois et vous respectez toutes les obligations, toutes les responsabilités pendant la durée de l'engagement. Alors, généralement, il y a des églises, il y a des associations, il y a des personnes qui sont là pour pouvoir prendre en charge, par exemple, le logement, l'ameublement, les déplacements et beaucoup de choses. Alors, c'est comme ça que ça se passe en tant que tel. Et dans de tels cas, François, c'est pas toi qui vas choisir qui tu vas prendre, c'est toujours le Haut Commissariat des droits des réfugiés qui va te proposer sa liste. Bon, oui, au commissariat propose au Canada. Le Canada demande à Québec combien il va prendre. Et après, ça mettra pour la sélection des gens, ça dépend. Il y en a qui peuvent dire, moi, j'ai choisi des jeunes. Moi, j'ai choisi des vieillards. Moi, j'ai choisi des personnes qui parlent français ou bien qui parlent. Alors, on peut choisir parce qu'il y a tellement de personnes, on peut choisir. Mais souvent, on dit que oui, on fait ça, c'est pas mal, mais cependant, les gens, ils sont séparés, ils sont divisés, ils sont obligés de quitter leur pays parce que l'Occident est allé faire des guerres dans ces pays-là. Absolument. OK, c'est pourquoi ils se retrouvent dans des conditions aussi difficiles. OK, eh bien, on a fait le tour. C'est une très bonne chronique comme d'habitude. Je te souhaite une excellente journée. On va se retrouver demain, François. Oui, tout à fait. À toi aussi, puis bonne journée. Allez, ciao.